Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce mardi de Lantinant tout à fait exceptionnel, à raison évidemment de la qualité de l'auteur de la pièce de doctrine et de la qualité de la pièce de doctrine qu'on discutera ce soir. C'est un mardi un peu exceptionnel aussi parce qu'il durera plus longtemps que d'habitude, 1h30. Et donc on est très, très heureux de pouvoir vraiment aller lire en profondeur ce texte qu'on a publié hier et de le discuter avec quelques invités. Donc à ma gauche, David Bell, vous êtes professeur d'histoire à Princeton, spécialiste de la Révolution française, des Lumières et de Napoléon. Céline Marger, vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Anna Colin-Lebedeff, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Patrick Veil, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous venez de publier l'édition poche de votre Fou à la Maison Blanche, un livre qui parle plein d'égards du moment dans lequel nous sommes, même s'il ne traite pas du président Trump. L'idée, effectivement, c'était de pouvoir discuter ces pièces de doctrine très profondes, et vraiment très honoré que Denis Villepin ait accepté d'abord de publier ce texte qui est un peu un exercice hors norme, ce texte assez long, il a fait le livre d'une réminiscence sans doute malarméenne, dans nos pages, et de pouvoir le discuter d'une manière un peu sérieuse, un peu pointue. Et donc, peut-être, Denis Villepin, avant de vous donner la parole, je poserai une question pour essayer de rentrer dans ce texte. Une qui est peut-être un peu plus générale, parce que au fond vous posez le constat et le diagnostic d'un pouvoir, d'une puissance qui puisse dire non. Et au fond, là-dedans, il y a quelque chose du geste classique du pouvoir, de la souveraineté. On a Ménès, pour ceux qui ont fait un peu stylistique, Racine, Corneille, c'est au fond la litote. Et la litote, c'est la souveraineté qui est capable de retenir l'expression d'un monde sans limite, le monde des guerres civiles. C'est aussi la capacité de calmer la violence, ou en tout cas de la canaliser, de la centraliser. Et donc au fond, la question que j'aimerais vous poser à partir de ce texte très profond, c'est quelles seraient les instances, quels seraient les acteurs, quelle est l'échelle au fond de ce pouvoir qui dit non. Et j'ai aussi envie de poser une question un peu plus simple, sans doute, avec un niveau un peu plus terre à terre. Il y a quelque chose comme, si on faisait une analyse un peu journalistique de ce texte, qui paraît au fond une espèce de, est-ce qu'on pourrait dire de transition écologique du gaullisme, est-ce qu'on pourrait dire éco-gaullisme. Voilà, donc je pense que c'est deux points qui peut-être peuvent animer cette première prise de parole. Et l'idée par la suite, évidemment, c'est, on aura 1h30, donc c'est long, mais en même temps c'est assez court, c'est effectivement pouvoir séquencer en 3 moments nos échanges. Donc, depuis le point, je vous passe la parole pour répondre à cette première question. Merci Gilles, merci infiniment, et merci à toutes et tous d'être ici présents, non pas pour discuter une pièce de doctrine comme on discuterait une pièce de bœuf, ce serait très prétentieux de ma part, mais peut-être de discuter ce qui est le point de départ de ce texte, qui est une intuition. Et pour cela, je répondrai à la première question. Quelle est l'instance, quelles sont les instances à partir desquelles il est possible aujourd'hui de dire non? Moi, je parlerai à titre personnel. La seule instance, même si, partant des textes anciens, nul n'est tout à fait maître de son souffle, c'est bien sûr la conscience. C'est la conscience individuelle. Et c'est une conscience individuelle plongée dans le monde. Et de ce point de vue, je dois beaucoup à ma naissance, qui est une naissance qui m'a frotté à des continents extrêmement différents, qui m'a frotté à des mondes très différents, qui m'a frotté à des autres très différents, et aussi à cet intermède entre l'exercice du pouvoir, il y a maintenant très longtemps, je n'ose même pas dire le nombre d'années, et aujourd'hui. Et dans cet intermède du pouvoir, on peut mesurer à la fois la très grande vanité du pouvoir, et en même temps ce devoir immense qu'il représente quand on a la chance, l'honneur de pouvoir l'exercer. Et donc cette conscience, elle est forcément au fil du chemin enrichie par des rencontres, par une exigence de fidélité, par le fil qu'il s'agit de tisser entre soi et l'histoire, et soi et le monde. Rien ne me frappe plus aujourd'hui, et ce sera mon point de départ, que de constater à quel point
nous sommes à un moment de l'histoire du monde où tout semble se dérober. La parole se dérobe, le réel se dérobe, l'autre se dérobe, et tout semble comme flouté, en suspens, malmené, quand on regarde la façon dont les pouvoirs s'organisent autour du monde, comment se déroule le jeu politique. Et j'en veux pour preuve ce décalage inouï entre la parole du pouvoir qui, d'un jour à l'autre, change de préoccupation. Il y a, ne serait-ce que qu'un jour, on était tous plongés dans les troupes au sol en Ukraine, et aujourd'hui, ça paraît une antiquité. On se demande même comment on pouvait, à l'époque, parler d'économie de guerre, parler de s'engager sur le terrain en Ukraine. Il y a 3 jours, on était troublés par les massacres de Gaza qui continuent, et aujourd'hui, on est l'œil rivé sur les bourses et les droits de douane. C'est dire à quel point ce monde est fait d'une idée qui chasse l'autre, mais partant du principe que les économistes connaissent bien, qui est que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Et donc là, c'est pareil, les bonnes idées sont chassées par les mauvaises idées qui prennent en permanence le pouvoir. Donc je crois qu'il y a ce changement du monde, ce basculement du monde, qui est au premier chef ce trouble intime que l'on ressent tous devant une réalité qui s'efface, et devant des pouvoirs qui sont d'autant plus importants qu'ils occupent tout, c'est le cas des nouveaux empires, et face à ça, les démocraties qui ont du mal, beaucoup de mal à suivre, même si elles ont un immense avantage, c'est qu'elles sont faites, elles, de citoyens vivants, de conscience vivante, et c'est en ça que le pouvoir de dire non, c'est le pouvoir de chaque citoyen. Et donc, ma double instance, c'est la conscience, et c'est le citoyen dans une république vivante, dans une démocratie vivante. Alors, écolo-gaulliste, j'ai déjà enfilé un certain nombre de perles, dont l'islamo-gaulliste, dont je suis peut-être le premier et le dernier de l'espèce, même si le monde arabe est évidemment au cœur de l'histoire du gaullisme, et même si le général de Gaulle, dans l'engagement qui a été le sien, a montré avec quelle force on pouvait être attaché à l'existence de justice, y compris dans des moments et dans des territoires difficiles. Mais écolo-gaulliste, je crois que ça nous rattache à une vérité première aujourd'hui, qui est celle de voir que notre planète, c'est-à-dire le cadre dans lequel nous vivons, le sol sur lequel nous sommes susceptibles de marcher, l'air que nous sommes susceptibles de respirer, eh bien tout ça est menacé. Et donc, avant même d'être citoyens, nous sommes des humains. Et quand nous voyons à la fois la citoyenneté se troubler et à la fois notre existence de vivant être menacée, eh bien, il faut commencer par se préoccuper de la chose première. Et c'est dire aujourd'hui à quel point la charge est immense, à quel point aujourd'hui il faut reprendre les choses dès le début. Mais c'est en même temps un privilège, parce que j'ai essayé de montrer comment, dans les nouveaux empires, le citoyen, il n'est même plus sujet de son histoire, tant il est contrôlé. Et au-delà même du contrôle, il est embarqué. Et on voit bien l'avenir qui lui est réservé, qui est en gros le triple avenir que promet le trumpisme. Forer, 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 taxer, 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 et puis cliquer, cliquer, cliquer. C'est-à-dire l'homme réduit à la souris blanche avec une électrode à la queue, et un grand Manitou vient de temps en temps agiter le courant électrique qui permet à la souris blanche de montrer qu'elle est encore vivante. Je ne crois pas que ce soit le destin que ni les uns ni les autres nous envisagions ou auquel nous aspirions. C'est une parfaite ouverture qui nous permet d'aborder la première séquence, qui verra David Bell et Patrick Weil prendre la parole. L'idée est de se concentrer effectivement sur ce moment techno-césariste, comme le dit David Bell, de cette forme d'un empire Trump, d'un président fou, comme pourrait le dire sans doute Patrick Weil. Donc David Bell, peut-être je vous propose de commencer. Très bien. Ah, merci.
Ça marche, oui. Oui, donc merci Gilles, merci Pierre de m'avoir invité. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir participer dans cette discussion. Et je voudrais remercier Dominique Villepin d'avoir écrit ce très beau texte qui est à la fois un essai, une jérémiade et un appel à l'action. Je suis universitaire. Jérémiade, j'espère, au sens de Jérémie. Je suis américain et dans votre texte vous parlez de mon pays, non seulement de son présent mais de son passé. Et cela me mène à poser une question. Dans le texte, vous évoquez le glissement de nombreux régimes vers une forme de monarchie plus ou moins élective, ainsi qu'une dérive vers un culte de la personnalité. Une attente, vous dites, je cite, une attente messianique à l'égard d'un homme seul, censé tout résoudre par la seule force de sa volonté. C'est une citation. Mais vous admettez en même temps que ce phénomène n'est pas nouveau, qu'il est inscrit de manière assez paradoxale au cœur même de la République américaine, depuis George Washington jusqu'à la présidence impériale assumée par Franklin Roosevelt. On pourrait d'ailleurs dire la même chose de la Ve République et de sa présidence. Il faut évidemment se méfier de ces cultes de la personnalité, des chefs qui se prennent pour des messies, mais dans le même temps, les mouvements ont besoin de leaders. Je dirais même plus, il est difficile de placer sa confiance dans des principes abstraits ou de se consacrer entièrement à des règles impersonnelles. Les États-Unis avaient besoin d'un Washington. L'on pourrait dire que, évidemment, la France avait besoin d'un De Gaulle. L'on pourrait dire que les marques d'adulation à l'égard de Washington étaient tout aussi exagérées que celles dont bénéficie aujourd'hui Donald Trump. On l'appelait le grand Washington, le divin Washington, le Moïse américain, ainsi de suite. Mais très souvent, cette quête d'un chef peut mener à l'événement d'un César. Or, comme vous le soulignez, nous vivons aujourd'hui dans un monde d'hommes forts, Poutine, Xi, Modi, Netanyahou, Erdogan, Orban et malheureusement pour moi Donald Trump. Que peut-on faire pour s'assurer que les chefs soient des Washington, respectueux des principes et des règles constitutionnelles et non des Trump? Dans quelle mesure avons-nous besoin de leaders charismatiques pour inspirer et unifier les peuples, pour surmonter les conflits qui nous paralysent si souvent? Et comment assurer qu'ils soient aussi démocratiques, c'est-à-dire de bons Césars et pas de mauvais Césars? Et peut-être, Patrick Veil, comme ça on lance la séquence. J'en ai un. Merci. Alors, Alors, merci vraiment beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir permis de lire ce magnifique texte. Je veux juste une petite footnote. Vous avez évoqué le concept de souveraineté de l'individu, qui est très rarement utilisé, qui a été utilisé par Hannah Arendt et jamais commenté, où elle a dit, au moment de la Révolution française, l'individu a été déclaré souverain en droit et le peuple souverain en matière de gouvernement. Je trouve que c'est une remarquable synthèse. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai écrit un article et la première fois que je le vois repris, et je vous en remercie et je pense que vous avez raison d'utiliser ce concept. Mais je voudrais vous interroger dans la suite de David sur les États-Unis. Parce que il me semble que, en plus, ou je dirais en contradiction, ou en complément de la présidence impériale, vous avez un autre phénomène qui vient des tréfonds de l'histoire américaine, qui est la permanence de la guerre civile qui n'a jamais été arrêtée. Puisque finalement le Nord n'a jamais écrasé le Sud, l'a laissé revivre quelque part, en instaurant la ségrégation, et le Sud est réapparu avec des présidents sudistes. Et celui que j'ai étudié grâce à un manuscrit inédit de Sigmund Freud, le président Wilson, en fait, c'était amouraché pendant la conférence de la paix du représentant d'Afrique du Sud, le général Smuts, avec qui il a imposé les réparations à l'Allemagne, avec qui il a rattaché les territoires anciennement colonies allemandes à l'Angleterre, écrit le statut de la SDN, et il a ordonné aux sénateurs démocrates de voter contre la ratification du traité de Versailles, et il a détruit l'alliance militaire que nous avions signée avec les États-Unis, parce que le Sénat lui demandait de dire qu'il respecterait la Constitution en cas de déclaration de guerre. Donc il y a quelque chose comme un sudisme soutenu par un Africain du Sud, blanc, proche d'un des organisateurs de l'apartheid, en tout cas un des premiers ministres de l'apartheid, que l'on retrouve aujourd'hui dans cette revanche, je dirais, du Sud contre le Nord, et qui se traduit par exemple par la fascination de Trump pour Poutine, pour Netanyahou, pour Orban, enfin, cette alliance, je dirais, chrétienne,
qui était celle c'était la vision de Nixon, de réorganiser le monde autour de lui, le nouveau Christ blanc. Et il y a quelque chose de cela aussi, je crois, et qui fait que, par exemple, on va supprimer la vaccination pour tous ces Noirs et ces Latinos qui vont pouvoir mourir, etc., mais pas évidemment pour les familles de la Upper Society américaine. Vous avez toute une dimension raciste, raciale, mais mondiale, et pas simplement, comment dire, autour des États-Unis. C'est là-dessus que je voudrais vous interroger. Merci beaucoup. En effet, le moment que nous vivons, je ne prétends pas du tout l'analyser en spécialiste de l'histoire des États-Unis et je sais à quel point cette histoire est complexe, faite d'héritages différents. Ce qui m'a profondément marqué, c'est l'alliance qui peut paraître hétéroclite, conjoncturelle, entre des groupes très différents, les évangélistes par exemple, tout ce mouvement ultra-conservateur, profondément remué par l'évolution économique et par la désindustrialisation américaine, et le tout allié avec un mouvement de techno-entrepreneurs qui donne un horizon, une vitalité, une dynamique qui apparaît presque positive à cet attelage, très largement idéologique ou très largement nourri de populisme. Cette alliance, elle prend forme, à mon sens aussi, avec deux autres facteurs. Le premier est très politique, c'est la montée de la querelle identitaire qui a des racines dans la guerre, l'histoire américaine, notamment dans la guerre culturelle qui s'est développée dans les dernières décennies, avec le mouvement démocrate qui a poussé à son paroxysme toute cette bataille autour du wokisme et des identités. Mais cette querelle identitaire, elle a en quelque sorte exacerbé le débat, les consciences dans le jeu américain. Et puis se greffent derrière ces nouveaux instruments technologiques, les réseaux sociaux, les algorithmes, qui permettent aux politiques d'avoir une liberté, une capacité à peser sur les individus, à peser sur les citoyens, à manipuler la conscience des citoyens, qui donne évidemment un pouvoir absolument unique à la politique ou aux apprentis candidats politiques. Le tout provoque ce que nous voyons avec un projet qui dépasse encore la somme des différents groupes idéologiques, sociologiques, ethniques qui composent le trumpisme, dans la mesure où il y a cette volonté de puissance, en même temps cette volonté de revanche, et cette mise en scène à la fois de la sidération et du chaos qui place les États-Unis au cœur de tout, et Donald Trump au cœur des États-Unis, et semble effacer tout le reste. Et nous sommes dans ce moment du monde où tout à coup, il n'y a plus que Donald Trump, plus que les États-Unis, alors qu'à l'échelle des enjeux mondiaux, on voit bien que tout cela est profondément disproportionné, même si, évidemment, leur capacité à saccager l'ordre du monde est très grand. Et tout ça nous laisse en situation où nous avons le sentiment d'impuissance, nous avons le sentiment de paralysie, de ne pas avoir de moyens de réagir, et encore plus les démocraties, dans la mesure où nous sommes évidemment très dépendants de notre capacité à faire notre unité, et c'est tout le problème de l'Europe par rapport aux États-Unis aujourd'hui. La somme de 27 États, de 27 intérêts différents, de 27 stratégies différentes, qui pose la question du meilleur moyen de faire face à cette puissance américaine. Donc je crois qu'il y a en quelque sorte une accumulation de facteurs nouveaux, il y a une dimension très personnelle à la fois dans la conquête du pouvoir et dans la personnalité de Donald Trump qui donne ce quelque chose de si particulier à ce que nous voyons sur la scène américaine. Je ne suis pas sûr qu'on puisse reprendre tous les fils de l'histoire pour, à chaque fois, très rationnellement poser chaque élément dans l'ordre de ce qui ferait du Trumpisme un héritage mécanique ou dynamique de l'histoire américaine. Je crois qu'il y a quelque chose aussi qui appartient à notre époque,
qui a trait à l'image, qui a trait à la gestion de l'image, qui a trait à l'instinct. Je crois que la dimension de l'instinct nous ramène à des récurrences très traditionnelles des mouvements populistes ou des mouvements violents dans l'histoire. Cette capacité qu'a Donald Trump instinctivement à se porter dans certaines directions, à mettre en scène les choses d'une certaine façon. Je crois donc que c'est quelque chose de composite, mais qui en même temps nous entraîne dans un mouvement dont on peut prédire déjà un certain nombre de conséquences et un certain nombre de risques. Et c'est en ça que ce mouvement s'apparente à d'autres mouvements historiques de résurgence populaire, populiste, violent, dans la mesure où on voit bien qu'échappant à tout contrôle, à un moment donné, ils prennent leur propre mouvement, leur propre logique. Peut-être une question de relance très rapide, qui je pense est un peu présente dans les deux interventions. La contamination internationale de ce mouvement peut-elle prendre en France? Et quelle est, à votre avis, de façon très concrète, la nature d'un trumpisme français éventuellement présent déjà et structuré dans la prochaine séquence? Alors je crois qu'il faut distinguer les pays qui ont aujourd'hui une capacité à prétendre en tant qu'État-civilisation ou en tant que néo-empire à cette fascination pour la domination. C'est évidemment pas le cas de l'Europe, que je qualifie d'empire bénin du droit, de la règle, où on ne constate aucune aspiration aujourd'hui à jouer de cette puissance dans l'ordre mondial. Par contre, nous avons aujourd'hui toutes les caractéristiques pour devenir un ensemble vassalisé dans le nouvel ordre mondial. Et je crois qu'il y a deux clés, une fois de plus, extrêmement puissantes. La première, c'est la vocation des populismes européens à répondre à des maîtres qui sont ailleurs. Et on voit à quel point il y a une réactivité de ces populismes et au trumpisme et au poutinisme. Deuxièmement, je crois que l'activation de la clé identitaire par les oligarchies, ou un certain nombre des oligarchies européennes, constitue la clé d'entrée avec le populisme de cette vassalisation. Pour moi, l'identitarisme aujourd'hui en Europe, c'est en quelque sorte la reconnaissance de la fin de la politique. Et rien ne me frappe plus dans les débats politiques européens à quel point aujourd'hui on prend acte de la perte d'autorité de l'État, on prend acte de l'impuissance de l'État. Et évidemment, comme il faut substituer à cette perte d'autorité et à cette impuissance quelque chose, on y substitue des images, de la communication. Aujourd'hui, les ministres passent plus de temps dans les studios de télévision qu'à leur bureau. Ils ne gouvernent plus. Et j'insiste, gouverner, ce n'est ni faire la loi, ni se précipiter aux 20h de TF1. Gouverner, c'est prendre en main l'immensité d'une charge qui est celle d'une administration, prendre en charge une administration, et à partir de là, prendre des décisions qui ont une traduction dans le réel. Si on est en charge de la sécurité, on se coltine l'augmentation de la criminalité, des atteintes à la personne, et on doit voir si à la fin du mois, il baisse ou il baisse pas. Prendre en main son secteur de compétences à travers la question de l'immigration, sans avoir le souci du tout de traiter l'immigration, parce qu'on ne peut pas traiter la question migratoire à partir du ministère de l'Intérieur seul. Eh bien, c'est prendre le risque de céder à l'identitarisme, c'est-à-dire d'activer des leviers qui n'ont pas de traduction en termes de politique publique. Et moi, c'est ce qui me frappe dans la question identitaire aujourd'hui, partout en Europe, où montent les populismes. C'est que la question identitaire, elle vous permet d'échapper à votre responsabilité politique, justement. Agiter la question identitaire, c'est ne pas faire de politique, c'est l'inverse de la politique. Et par contre, c'est mettre l'incendie partout où on passe. C'est désigner du doigt, écarter, stigmatiser et évidemment enflammer les journaux qui soutiennent votre position, enflammer les médias enflammer les groupes et les communautés qui vous soutiennent. Et c'est ça dont nous sommes victimes. Et c'est en cela que je dis que le risque pour nous, c'est celui d'être réduit à la souris blanche. Nous ne sommes plus traités en citoyens.
J'avais des contacts ces jours derniers avec un certain nombre de partenaires sociaux. Mais ils me disent, mais personne ne nous parle. Aujourd'hui, quelle est l'inquiétude si vous êtes syndicaliste, si vous êtes travailleur dans une entreprise? C'est de savoir si vous allez maintenir ou perdre votre emploi. C'est de savoir si vous allez être mis en temps de travail partiel. C'est donc des problèmes extraordinairement concrets. Qui les adresse? Qui parle de cela? À chaque fois, la politique se réduit à des systèmes. La réforme des retraites, la réforme énième sur le voile. On est toujours dans quelque chose de conceptuel qui est mis en concept pour avoir cette dimension identitaire qui, justement, allume le feu à chaque fois. Pas pour traiter les problèmes, pas pour les gérer. Et c'est en ça que nous devons prendre conscience. Et là, il y a une vraie insurrection citoyenne, une vraie mobilisation citoyenne, une vraie capacité du citoyen à dire non. Le citoyen, il est là pour solliciter et demander la mise en œuvre de politiques publiques. Et il est là pour constater si ces politiques publiques sont efficaces ou pas. Et on voit bien que là, non seulement on porte atteinte à l'honneur de la politique, mais on porte atteinte à la démocratie, on porte atteinte à la République. Et c'est en ça que je dis, retrouvons cette règle élémentaire de la politique, qui est la règle de la pesanteur. Il y a d'un côté des gens qui sont censés décider, quelles sont les décisions qu'ils prennent, et ce n'est pas d'agiter la énième loi. Écoutons une grande partie de l'échiquier politique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, je suis aux 20 heures. Je suis désolé, mais la loi ne me permet pas de faire tout ce que je voudrais, de renvoyer tout ce que je voudrais renvoyer. Très bien. Mais si je change la loi, alors je pourrais le faire. Question. Mais si vous n'y arrivez pas, on changera la Constitution. Question qui se pose immédiatement après. Mais si ça ne suffit pas, on ira modifier la hiérarchie des normes européennes et internationales. Vous voyez bien cette logique de la surenchère. C'est à chaque fois un discours, une pratique politique qui vise à échapper à la responsabilité, échapper à la pesanteur. Je dois dire que j'ai eu un point d'étonnement. Un point d'étonnement a été pour moi de constater qu'il était très peu question de la Russie. Parmi les convulsions citées en introduction, nulle trace de la guerre d'agression et de conquête de la Russie contre l'Ukraine, qui a déjà fait plus d'1 million de tués et de blessés depuis 2022, de part et d'autre. Dans la partie sur les nouveaux despotes à l'âge impérial, vous proposez une typologie très intéressante des logiques impériales de Donald Trump, de Xi Jinping. Vous faites aussi mention de la logique européenne. Mais Vladimir Poutine est curieusement absent à ce moment-là de la réflexion. Il n'est fait nulle mention des ambitions impériales russes, alors qu'elles s'expriment, à mon avis, sans vergogne, à travers la négation même de l'existence de la nation ukrainienne, et à travers aussi la remise en cause du droit de l'Ukraine à exister en tant qu'État-nation. Et plus tard, dans la partie sur le nouvel âge de fer, le propos s'ouvre sur les États-Unis, puis se porte sur la Chine, et on en arrive finalement à la Russie. Et là, vous montrez, en fait, vous expliquez que la Russie ne revient pas à l'Empire, car elle ne l'a jamais quitté. Et qu'elle conçoit son avenir dans la continuité d'une civilisation. Et quelque part, implicitement, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai lu, et vous pourrez me contredire si ça n'est pas le cas, implicitement l'agression de l'Ukraine apparaît comme une fatalité historique, et non comme l'aboutissement d'une dérive autoritaire ou le résultat d'un dilemme de sécurité qui a été mal géré. Alors j'ai bien conscience que la réflexion se veut très large, et qu'elle n'était pas uniquement centrée sur la sécurité européenne. Toutefois, il me semble que si le but est d'envisager la nouvelle équation impériale telle qu'elle se pose entre ces nouveaux empires qu'on voit apparaître,
il est difficile de faire l'impasse sur l'impérialisme russe et les origines de cette guerre. Alors, cela étant dit, c'est le jeu de la contradiction aussi, hein. Mais cela étant dit, les préconisations que vous formulez ensuite sont d'une grande fermeté et elles requièrent en effet beaucoup de courage, à mon avis. Et vous énoncez notamment les principes qui devraient guider l'action européenne concernant les négociations russo-américaines et les garanties de sécurité à l'Ukraine. Et ils méritent, ces principes, je crois, d'être rappelés. Ce sera ma première question. Comment doit s'exercer dans ce domaine précis, face à la Russie, l'esprit de résistance et la force du refus auquel vous appelez? Si j'ai le temps, je voudrais faire un deuxième point très rapide, plus rapide. On aura un deuxième tour de table. Entendu, alors plus tard. Anna Kolalmedev. On va faire une distribution rationnelle des micros. Un grand merci aux organisateurs et merci beaucoup pour ce texte qu'on va, je pense, lire et relire. Il a plusieurs niveaux de lecture, il a aussi une épaisseur et un niveau de détail qui peut nous amener à effectivement faire partir la réflexion dans différentes directions, à la fois le schéma du monde et un récit qui nous permet de donner du sens à ce qui nous arrive actuellement, les enjeux et les problèmes qui s'y posent, mais on descend, et en tant que sociologue, je suis bien évidemment particulièrement sensible à cela jusqu'au niveau qui est le niveau des citoyens et de l'engagement des citoyens et de la manière en fait de leur redonner une sensation de contact avec à la fois leur politique et leurs différents attachements. Alors, je vais aussi parler en sociologue, et donc la pesanteur de mon côté est aussi toujours présente dans mes préoccupations, qui n'est pas la pesanteur de la politique telle qu'elle s'exerce, mais la pesanteur des sociétés en fait et des épaisseurs sociales. Alors, cette salle n'a pas assez de fenêtres. Je pense qu'on peut continuer, il n'y a rien de très grave qui s'est passé. C'est bon, le micro fonctionne. Peut-être on peut ouvrir les fenêtres pour faire un peu plus de courant d'air, parce que les fenêtres et les portes aussi au fond de la salle. On parle de pesanteur. C'est ça. Il faut combler à l'intérieur. Ok, ben Anna Kolalmedev. Anna Kolalmedev, vous parliez de la pesanteur des sociétés. Oui, alors, le concept d'empire et effectivement de ce nouveau jeu des empires et de cet ensemble d'empires, il est central dans dans cet essai, dans cette pièce de doctrine. Et je suis d'accord pour l'appeler pièce de doctrine, c'est vraiment cela. Vous utilisez le concept de néo-empire, également de hypercratie. Enfin, il y a plein de concepts sur lesquels on pourrait revenir très en détail. Et je comprends la préoccupation qui vous guide de dézoomer, hein, de comprendre la logique générale qu'il y a derrière une émergence de nouvelles entités qui revendiquent en fait une forme de puissance et de contrôle, qui aussi agissent non seulement en dehors de ce qu'ils considèrent être leur périmètre, mais aussi en dehors de leur périmètre. C'est d'autant plus important de dézoomer, je pense, que comme vous l'avez dit en introduction, qu'on est dans une situation où tout semble se dérober. Donc en fait, on a besoin de faire sens. Et néanmoins, je trouve que c'est effectivement tentant de dézoomer, et c'est insatisfaisant en même temps, hein, dans la mesure où en fait on manque précisément, me semble-t-il, en réunissant trop, et je suis complètement dans la continuité de ce que dit Céline, en réunissant trop dans une même logique les aspirations trumpiennes qui sont en train d'être construites sous nos yeux, la politique chinoise et la politique russe,
en les mettant en les regroupant sous une même entité, je pense qu'on manque des dynamiques qu'il nous est absolument crucial de comprendre. Qu'il nous est crucial de comprendre à la fois pour dans notre propre préoccupation pour la sécurité européenne, mais aussi, je pense, pour sortir d'un concept dont la version extrême serait les nouveaux empires du mal, qui nous entourerait. Je pense qu'on a besoin de comprendre aussi, par exemple, au-delà des dynamiques d'oppression, au-delà des dynamiques autoritaires, la manière dont ces pouvoirs tiennent, la manière dont ces pouvoirs attirent, ce que ces pouvoirs ont à offrir à leurs citoyens, car ils ont en effet des choses aussi qu'ils ont à offrir à leurs citoyens, leurs propositions et leurs modèles pour pouvoir aussi les mettre en regard par rapport aux nôtres. Et quand on mentionne par exemple cette contamination des discours et des aspirations impériales dans nos sociétés, je pense qu'on ne peut pas comprendre la dynamique de ces contaminations et de l'attraction que peuvent exercer ces sociétés chez nous si on ne les analyse pas plus finement que ça, et si on ne s'écarte pas en fait de cette vision de l'Empire. Donc, vous voyez, moi c'est vrai que je suis par exemple absolument, un des constats que je fais depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, c'est à quel point nous perdons de l'épaisseur et de la finesse dans notre compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de la société russe. De la manière dont le pouvoir se structure au-delà de l'oppression. Vous avez dit effectivement dans nos sociétés, eh bien, nous avons des citoyens. Je contredirais en disant il y a des citoyens en fait dans l'ensemble de ces entités que nous sommes en train d'envisager. Des citoyens qui font des choix, qui sont mis dans des situations de contrainte. Et me semble-t-il, on a vraiment besoin de gagner en connaissance. Or, cette connaissance, on est en train de la perdre en dézoomant et en prenant de la hauteur. Alors, je comprends très bien que, bien évidemment, rentrer dans la finesse des sociétés dans un essai d'une quarantaine de pages, c'est un jeu totalement impossible. Donc, du coup, ma question serait... Il y aura un deuxième épisode. Voilà, deuxième épisode en quelques volumes, cette fois-ci, un ouvrage collectif, bien évidemment. Ce serait, alors, d'une part, une question double. Quelle politique de connaissance devrions-nous avoir, en fait, dans cette nouvelle situation pour embrasser ce monde complexe ? Et je dirais, une question qui est un peu le corollaire, quelle politique d'influence aussi, et quelle politique à l'égard, en fait, de ces nouveaux empires et de ces voisinages qui sont les nôtres. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai cherché aussi dans l'essai et que j'aimerais bien voir dans l'épisode suivant, c'est une réflexion sur notre politique vis-à-vis de la Russie, au-delà de la guerre qu'elle est en train de conduire en ce moment. Et aussi dans une dimension, je pense, positive de réflexion sur ce voisin qui est un voisin géographique qu'on conservera par la géographie des choses. Et donc, comment est-ce qu'on peut l'envisager dans votre architecture du monde en train d'être transformé ? J'ai un micro. Le jeu du micro est un jeu central dans cette rencontre. Merci. Merci infiniment. J'imagine effectivement combien à la lecture d'un tel essai, on peut se sentir frustré. Je dois dire que la frustration, c'est l'exercice même auquel je me suis confronté en écrivant ce texte. Je n'étais pas du tout parti pour écrire une quarantaine de pages, j'étais parti pour écrire quelques pages à la demande, il y a quelques jours, à la demande de Gilles. Et c'est pour essayer d'aller au bout de ce que je voulais dire que j'ai poussé l'exercice. Ce qui explique qu'effectivement, c'est plus des coups de projecteur sur un certain nombre de sujets qu'une tentative d'embrasser. C'est pas, ça s'est fait en 8 jours. Bon. Donc, ce n'est pas un exercice d'un mois d'écriture. Il y a un deuxième problème qui est méthodologique et qui est intéressant. C'est que je me suis contenté dans la vision en surplan de privilégier beaucoup plus que les sociétés, qui est un exercice d'une complexité infinie, de comprendre quelle était la logique des pouvoirs. C'est pour ça que dans le texte, à un moment donné, j'essaye de modéliser, parce qu'on ne peut pas faire beaucoup plus
dans un exercice de synthèse que de modéliser. Et que je constate qu'il y a d'un côté le modèle chinois qui privilégie le contrôle, et ce n'est pas quelque chose chez moi de raisonné, c'est quelque chose de vécu au contact j'allais dire, de centaines de visites en Chine, que j'ai pu constater, vérifier, vivre sur place. Cette priorité donnée au contrôle sur y compris l'expansion, la notion traditionnelle d'empire contrôlé. C'est pour ça que j'emploie la formule du parti qui tient l'État et de l'État qui tient la société. C'est ça, cette espèce de jeu de barbichette, c'est ça la clé du système chinois et l'héritage, depuis les temps très anciens, de l'Empire du Milieu. De la même façon, en Russie, et c'est pour ça que dans la première partie, je l'ai moins développé que je ne le fais dans la partie sur l'âge de fer, dans la Russie, je mesure à quel point essayer de tirer le fil depuis le tsarisme jusqu'à la période actuelle, c'est quelque chose de compliqué qui demande des trésors de réflexion. Mais j'ai doublement pas voulu rentrer dans cette analyse. La première, c'est parce que cela aurait supposé de traiter ce qui est un sujet en soi, un monde en soi, qui est le monde russe, et la vision du monde à partir de la Russie, mais c'est deuxièmement un sujet en soi que de traiter aujourd'hui le pouvoir russe. Et il se trouve que j'ai vécu de très très près le poutinisme dans toute la période première, c'est-à-dire depuis son arrivée au pouvoir jusqu'aux années autour de 2015, mais très directement, et que j'en ai un récit qui m'est suffisamment personnel pour ne pas l'avoir encore écrit. Et je prends un exemple. Il y a une dimension qui m'a beaucoup frappé et ce qui explique que je trouve, j'ai toujours constaté quand dans le débat public sur la Russie, il manquait quelque chose. Mais moi j'ai constaté, vécu au sens propre du terme, que dans le poutinisme néo-impérial, la dimension de compétition avec la Chine n'était jamais traitée. Moi, j'ai vécu dans les entretiens avec Vladimir Poutine, dans la connaissance intime du réseau de pouvoir autour de Vladimir Poutine, cette idée que rien n'est effacé dans la complexité de la relation avec la Chine du côté russe. Il y a un héritage qui fait que chez les diplomates, on a toujours considéré, en France et dans beaucoup de chancelleries, que le rapprochement entre la Chine et la Russie était impensable. Parce que rien ne permettait de penser que cela soit possible. C'est quelque chose de très ancré au Quai d'Orsay, par exemple. Et puis, à un moment donné, il m'est apparu comme une évidence, il y a un certain nombre d'années, que la stratégie qui était choisie par l'Europe et par les États-Unis, inévitablement, allait conduire à cela. Donc il y a une part, j'allais dire, mécanique dans l'évolution de la Russie. Il y a une deuxième part après, qui est une partie dynamique, qui est le fait que la Russie, elle est marquée par ce syndrome de la puissance et de la reconnaissance de la puissance. De la même façon que les Chinois sont marqués par la puissance et le syndrome de la face, c'est-à-dire qu'on n'admet pas un certain nombre d'attitudes et d'humiliations, pour la Russie, et en tout cas pour Vladimir Poutine, la reconnaissance du statut de grande puissance de la Russie est centrale. Et on voit bien que dans le jeu entre Donald Trump et la Russie, c'est un élément clé. Il y a une dimension, j'allais presque dire en tant que diplomate, protocolaire fascinante. C'est un ballet diplomatique, où on voit bien que la psychologie l'emporte sur beaucoup d'éléments, et que la psychologie et le protocole permettent de contourner les rapports de force, c'est-à-dire de régler des questions qui sont en général très difficiles à régler. Et dans la compétition entre la Russie et la Chine, je pense que dans les années 2010, il y a eu l'envie de la part de Vladimir Poutine d'affirmer son leadership et celui de la Russie par rapport à la Chine dans ce qui était un rapprochement déjà esquissé. La Russie se réservait la possibilité de devenir leader en matière de puissance sécuritaire. Et c'est pour ça qu'elle a lancé sa stratégie, guidée aussi par l'histoire, de l'ouverture vers les mers chaudes. Elle a lancé sa stratégie en Syrie, puis après, donc au Moyen-Orient, puis après en Afrique. Mais avec l'idée de montrer à Xi Jinping que ce que Xi Jinping n'osait pas faire, qui lui était sorti de sa réserve, la réserve traditionnelle chinoise depuis l'époque de Deng Xiaoping, la patience et l'humilité chinoise, il en était sorti
et en 2013, avec son discours au Kazakhstan lançant les nouvelles routes de la soie, la ceinture et la route, on découvre aujourd'hui à quel point la vision chinoise est d'une finesse et d'une malice inouïe, reprenant toutes les théories de la géopolitique ancienne de Harold Mackinder sur le caractère central, le cœur de la puissance, le heartland, et en même temps reprenant toutes les théories de Nicholas Spikeman sur l'importance de la zone maritime pour la conquête de cette puissance. C'est un élément évidemment majeur qu'ont compris les Chinois. Et de ce point de vue-là, il faut le noter, avant les Américains. On dit dinguerie de Trump, mais Trump est en grande partie en réaction par rapport à ce que font les Chinois. Trump n'invente rien. Il a été saisi en arrivant au pouvoir en 2016 par le plan Made in China 2025, en constatant tout à coup que les Chinois avaient l'ambition, j'allais dire le culot, de vouloir être les premiers de la classe mondiale dans les 10 plus grands secteurs technologiques. Donc, il y a une part de rattrapage, d'humiliation pour un certain nombre d'Américains à l'idée qu'une puissance non caucasienne puisse oser prétendre au rôle de premier plan dans le monde. C'est une dimension dont on parle peu, mais que je crois centrale. Et donc, Poutine, qui participe de ce regard vers le monde où être caucasien et non caucasien, ça a du sens, être orthodoxe ou pas orthodoxe, ou d'un héritage chrétien, ça a du sens, vis-à-vis de la Chine, il a, à mon sens, voulu montrer, en prenant le leadership sécuritaire, et bien sûr, après les 2 années de Covid, l'agression vis-à-vis de la Russie, sortant comme d'un long sommeil, s'étant plongé dans les archives du Kremlin, ayant été nourri au biberon par toute une série d'idéologues, eh bien, il sort de sa réserve en se disant « je vais en remontrer au monde et je vais en remontrer à Xi Jinping. Et je vais montrer que moi, je suis capable de faire ce que Xi Jinping n'est pas capable de faire en s'emparant de Taïwan et d'agrandir son espace. » Donc il y a cette dimension qui n'est à peu près, à mon sens, jamais traitée, qui est une dimension importante. Mais vous voyez bien que ça m'aurait entraîné dans des développements qui dépassaient mon sujet. Donc, dans ce contexte, je crois que oui, la question russe reste une question importante. Dans un monde où une idée chasse l'autre, ce n'est pas la question principale. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Donald Trump. Parce que si Donald Trump est tellement pressé de faire la paix en Ukraine, c'est que pour lui, la Russie, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Qu'on le veuille ou non, et moi j'ai grandi au Quai d'Orsay en arrivant en 1980 avec ces aristocrates qui tenaient le haut du pavé du Quai d'Orsay et qui étaient les experts stratégiques, et en particulier de l'Est-Ouest, et je les ai vus après souffrir parce que tout à coup ils se voyaient un peu marginalisés dans le jeu diplomatique parce que la montée du Sud, les crises du Sud effaçaient un peu la place qui leur était donnée dans les développements stratégiques. Mais je suis bien obligé de constater que ce n'est pas un enjeu stratégique, la Russie, aujourd'hui. C'est un enjeu de conquête pour Donald Trump. Et la conquête prédatrice, c'est-à-dire gagner des territoires, et avec l'idée de passer à autre chose. Donc, en gros, il joue à saute-mouton avec Poutine pour pouvoir enfin traiter le gros morceau, qui est bien sûr la Chine, ayant réalisé au passage, ce qui me paraît être une clé masquée, là encore, du jeu géopolitique, une opération de passe-passe sur l'Europe. Parce qu'en traitant par-dessus les Européens la question ukrainienne, il neutralise l'Europe, il la vassalise, il crée une dépendance accrue en termes de sécurité, et on voit bien que les Européens n'ont toujours pas pris la décision de sortir de cette vassalité parce que ça impliquerait des efforts gigantesques, et sur le plan politique. Est-ce que l'Allemagne y est prête? On veut le croire, j'attends de le voir. Est-ce que les autres pays européens, et en particulier ceux de la ligne de front, sont prêts à lâcher la main américaine? J'ai vécu 2004 et l'arrivée de ces nouveaux États européens, et je suis bien placé pour vous dire à quel point la primauté était, y compris quand ils sont rentrés autour de la table, à la relation avec les États-Unis. Donc dans ce contexte-là, nous sommes encore dans un monde qui ne s'est pas tout à fait dessiné du côté européen, et donc la question russe, ça reste essentiellement une question entre l'Europe et la Russie. Au niveau géopolitique mondial, je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de marge de manœuvre. La Chine a, à mon sens, relativement confiance dans sa relation avec Moscou, et évidemment, y compris si
Donald Trump espère une alliance de revers contre la Chine dans une sorte de mouvement kissingerien à l'envers. Je pense que la Russie, pour lui, relève d'un traitement qu'il connaît, à la fois en ce qui concerne la nature des oligarques russes, connaissant la nature de l'oligarchie américaine, et à la fois en ce qui concerne un intérêt commun sur le développement des ressources naturelles, le développement des richesses, l'intérêt commun qu'ils peuvent avoir en termes économiques et financiers à agir ensemble. Donc la question russe, ça reste d'abord aujourd'hui une question européenne. Et de ce point de vue, il faut qu'on soit, nous, tout à fait au clair sur qui nous sommes. Mais nous ne pouvons pas séparer, nous, la question russe de la question de l'ordre mondial. Accepter l'agression russe, c'est mettre une croix sur notre capacité à affirmer un leadership par rapport au sud global, une incapacité à construire un ordre multilatéral avec ce qui reste du monde qui pourrait être le socle, en quelque sorte, de ce nouvel ordre mondial, post-1945, post-1991. Et cela implique aussi d'être capable de montrer, justement, dans un monde que Donald Trump voudrait illimité, eh bien que nous sommes capables de poser des limites. La question, c'est au prix de quoi? Et là, j'avoue que je suis malheureux comme diplomate d'avoir constaté que depuis les débuts de cette crise, on pourrait dire depuis 2014, parce que j'ai souffert aussi de voir à quel point Minsk n'avançait pas, à supposer qu'on ait cherché même à le jouer, Minsk, c'est de voir à quel point nous avons peu réfléchi et peu proposé une stratégie diplomatique commune, et en l'occurrence, dans un premier temps, entre Européens, mais aujourd'hui avec les Ukrainiens. Et c'est ce qui explique que nous avons laissé les Européens aller en ordre dispersé les uns après les autres dans le bureau ovale, exercice périlleux, que nous avons laissé Zelensky aller tout seul dans le bureau ovale, exercice plus que périlleux, pour constater aujourd'hui que notre meilleur rempart aurait été une politique d'initiative, aurait été de savoir ce que nous voulions et de le dire. Si nous partons de l'idée, ce que je crois, qu'on ne peut pas revenir sur les frontières historiques qui ont été définies, pas plus en Ukraine qu'on ne le peut en Afrique, parce que c'est l'ouverture de la boîte de Pandore, c'est la garantie alors d'un illimitisme belliqueux partout sur la planète. Eh bien, il faut être capable alors de poser un cadre, de réfléchir dans un cadre de durée, à travers des mécanismes multilatéraux qui nous permettraient de faire vivre un cessez-le-feu, à durée limitée, certes, mais qui permettrait après de reprendre les choses dans une situation nouvelle, post-Poutine, après une évolution de la Russie, espérons-le. Mais vous voyez bien, le fait que nous n'ayons rien dans la main fait que sur la table, il n'y a qu'une seule chose aujourd'hui, l'offre de Donald Trump. Et l'offre de Poutine qu'on imagine tous, même s'il n'éprouve même pas le besoin de la mettre sur la table, c'est-à-dire que Poutine, depuis le premier jour, n'a rien changé à sa position. Et nous en sommes là. Je trouve que, vous avez rappelé 1 million de morts et de blessés, on aurait pu se donner un peu plus de mal. Ça méritait un peu plus d'imagination, une plus grande prise de risque, surtout quand on sait que l'idée d'une négociation, quand on voit ce qui s'est passé en Turquie et dans un certain nombre d'enceintes, n'était pas totalement impossible. Il y avait quelque chose à faire, et de ce point de vue-là, la contribution qui a été la nôtre, à mon avis, n'a pas été au niveau, ni dans la période 2014-2022, ni depuis 2022. En ce qui concerne les sociétés du monde et l'importance qu'il faut leur donner. Moi, ma conviction, et je prendrai une région qui n'est pas dans le cadre que nous avons posé, mais qui est la région africaine. La société, les sociétés, l'impensé des sociétés, c'est la raison fondamentale pour laquelle nous avons échoué dans les dernières années en Afrique. L'échec complet des tentatives successives des interventions françaises en Afrique, c'est le fait que nous avons complètement oublié qu'il y avait des sociétés, complètement oublié qu'il y avait des peuples, complètement oublié que les mouvements de violence, les mouvements terroristes, ils n'étaient pas uniquement faits d'Al-Qaïda et de l'État islamique, mais il y avait aussi des voleurs de chèvres, des étudiants, des chômeurs, des ethnies maltraitées par le gouvernement central. Et tout ça enclenche des dynamiques qui font que les pouvoirs sont des têtes d'épingle sur lesquelles peuvent agir alors les néo-empires. Et le drame du monde aujourd'hui, c'est que dans l'échiquier, dans le jeu
dans la partie d'échec de Donald Trump, des Américains, plus le pouvoir se réduit à une tête d'épingle, plus il est facile de le gérer. Parce qu'on change un président, comme l'Amérique aujourd'hui voudrait changer Volodymyr Zelensky. Vous changez Volodymyr Zelensky et oyez bonnes gens, continuez à vaquer à vos occupations, tout est réglé. C'est ça l'idée simple. Moi, l'un des chocs de ma carrière diplomatique, c'est mon arrivée en 2002 en Afghanistan, juste après donc l'intervention américaine. Et c'est pour constater, en arrivant au palais présidentiel, Hamid Karzai m'attendait sur le perron avec une magnifique écharpe rose en soie. Et je vois autour 80 gars, tous pareils, le crâne rasé, en treillis, et évidemment tous américains. Je suis rentré, j'ai dit à Jacques Chirac, l'Afghanistan, vous oubliez, c'est perdu. Il n'y a pas de mystère, on sait comment ça se passe. Quand vous gérez un pays à travers une tête d'épingle, c'est-à-dire le soutien à un homme qui lui-même a un frère, qui lui-même a une sœur, qui a des intérêts, vous avez perdu le contact. Eh bien, c'est exactement le drame des politiques qui ont été les nôtres en Afrique et dans d'autres États, et c'est le drame de tous ces États qui sont manipulés de l'extérieur par des empires, qui changent le chef de l'État quand ils veulent défendre leur politique. Donc, cette situation du monde où tout se réduit dans la partie d'échec à qui va gouverner tel pays pour défendre au mieux mes intérêts, c'est une chose. Et c'est peut-être la deuxième raison pour laquelle je n'ai pas davantage développé la Russie. C'est que dans le jeu d'échecs du monde, la Russie a toute sa place. Mais dans le jeu de Go du monde, vu par les Chinois, la Russie n'occupe pas la place cardinale de l'adversaire stratégique. Et c'est pour ça que, comme toujours, quand on réduit les choses et qu'on veut les modéliser, in fine, ce qui compte, c'est la partie finale, c'est le dialogue final entre Donald Trump et Xi Jinping. Qu'est-ce qu'ils ont à se dire? Quel est le plus malin? Qui a préparé quoi? Et on voit bien qu'il y en a un qui a, j'allais dire, l'éternité devant lui, et il y a un autre dont le sablier s'écoule lentement mais sûrement, qui n'a plus que 18 mois avant les midterm elections, et qui doit se poser déjà la question de comment faire pour sortir de cet enfer d'un mandat à durée limitée, et qui n'a pas forcément la capacité, comme Poutine l'avait avec Medvedev, de jongler avec des institutions qui n'ont pas la souplesse des institutions russes. Donc dans ce contexte-là, la partie géopolitique, in fine, va se jouer quand même entre ces deux grands États, deux logiques impériales différentes, deux systèmes, d'un côté des réseaux, des outils, le dollar, l'extraterritorialité du droit, l'extraterritorialité de la technologie qui est un vecteur majeur, de l'autre côté, le contrôle, et le temps. Chacun peut imaginer à la fin comment les choses se passent. J'ai très envie, avant d'ouvrir la troisième séquence de notre conversation, de notre échange, vous avez parlé de manière très claire de la priorité de Donald Trump, du système géopolitique américain sur la Chine. Est-ce que vous pourriez nous aider à entrevoir quelle serait la priorité pour l'Europe, la priorité pour la France, et est-ce que vous pensez que ces deux priorités coïncident? Alors, c'est là où il y a, comme dirait Perceval, il y a un défaut. Il y a un défaut dans l'ordre du monde. Il y a à la fois une parole qui manque, et comme le dirait Melville dans son Bartleby, il y a une action qui manque. Donc il y a une double mission. Je pense que dans cette double mission, pour l'Europe et pour la France, il y a le fait justement qu'on joue petit bras. On a oublié ce qu'était la géopolitique. C'est-à-dire qu'on joue l'échiquier, mais on joue l'échiquier court. Et il y a une raison fondamentale à ça. Outre le fait que la diplomatie, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. On ne peut pas, à l'âge mûr, tomber dedans tout à coup sans avoir eu le goût du monde. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend en quelques années sur un mandat présidentiel. C'est quelque chose qui se prépare de longue durée. Moi, j'ai vu Jacques Chirac, et j'étais à ses côtés pendant une longue période, mais lire pendant des décennies les télégrammes diplomatiques tous les jours. Donc s'imbiber de cette complexité du monde. Et donc, dans le jeu géopolitique,
j'ai été très frappé depuis les débuts de la guerre d'Ukraine, à quel point on s'est privé, et puis après bien sûr à Gaza, et à Gaza on en a payé le prix, on s'est privé de mener la bataille diplomatique pour expliquer au monde, très réticent et même en profond désaccord, à quel point face à l'agression russe dans un ordre international, on ne pouvait pas ne pas réagir face à une agression. Et non seulement on ne l'a pas fait, ou en tout cas pas suffisamment, c'est pas le ministre des Affaires étrangères uniquement qui peut aller dans quelques États, non, c'est une véritable campagne qu'il fallait lancer là, c'est une mobilisation tous azimuts de notre appareil diplomatique avec d'autres Européens. Je pense même qu'il aurait fallu une troïka ou plus, faisant le tour du monde plusieurs fois pour véritablement faire partager l'inquiétude qui était la nôtre. Sachant que si l'Europe était menacée, eh bien, le choc des empires plaçait le Sud global en situation d'effacement. Et donc, je pense que le fait que nous n'ayons pas mené le combat en direction du Sud global a fait que les BRICS ont pris leur élan sans nous. Alors même que l'une de nos aspirations aurait dû être d'être embarqué avec les BRICS. Alors le président de la République a eu tout à coup l'intuition, lors du sommet en Afrique du Sud, que peut-être, s'il était là, ce serait mieux sur la photo. Mais c'était un peu tard, c'était difficile, il en avait maltraité quelques-uns, donc ils n'étaient pas forcément d'accord pour l'accepter. Mais je reste convaincu que c'est un organe, une enceinte, et que le Sud global fait partie des enceintes majeures avec lesquelles nous devrions travailler. Par ailleurs, notre présence dans le monde ultramarin, la Guyane, les Antilles, l'océan Indien, le Pacifique, nous donne plein de raisons d'être dans le monde. Or, j'ai eu le sentiment, dans cette gestion des crises, que nous étions en train de regarder le monde et pas dans le monde. Et évidemment, à Gaza, nous en avons payé le prix, parce qu'à Gaza, tous les pays du monde, évidemment, en première ligne sur ce conflit, ont constaté que l'Europe avait un langage qui tenait davantage du deux poids, deux mesures que du souci d'un ordre mondial équilibré, d'un véritable souci du droit international. Et nous sommes toujours, nous Français et nous Européens, en session de rattrapage vis-à-vis de ce monde-là. Et donc, l'Europe n'a pas illustré ce qui devrait être son ambition. C'est entre les deux blocs, entre la Chine et les États-Unis, représenter une alternative, un autre modèle, un autre chemin, qui est justement celui qui a tiré l'expérience des impérialismes, tiré l'expérience du colonialisme, pour, revenu de tous ces drames, être capable de construire une relation d'égalité avec ces États. Et évidemment, si je veux psychanalytiquement expliquer le degré de mon engagement sur certains sujets comme Gaza et comme l'Algérie, par exemple, plus récemment, c'est parce que il est pour moi, qui suis né dans le Maghreb, qui ai grandi en Amérique latine, qui ai vécu en Asie, incompréhensible que la France puisse se cornériser, se rétrécir au point de vouloir partir en guerre, métaphoriquement, politiquement, comme au temps de la diplomatie de la canonnière. C'est absurde. Quand on a la chance d'avoir cet héritage-là, même si c'est difficile, parce que les relations entre la France et l'Algérie n'ont jamais été faciles, mais on ne se prive pas de pouvoir travailler et cheminer ensemble. Et je pense la même chose de toute une série de relations d'État à État. Nous n'avons pas cultivé notre relation avec l'Amérique latine, pas suffisamment. Je l'ai dit de façon un peu, peut-être irrévérencieuse, parlant de la diplomatie du bisou, de la diplomatie de la papouille, mais je ne crois pas que faire 2-3 abrassos avec le président Lula ou avec d'autres présidents puisse suffire à réparer ce que notre diplomatie ne s'est pas fixé comme objectif. Donc, être avec le Sud global dans la gestion des crises, et je reste convaincu que nous avons, tous les jours qui passent, à constater le drame de ne pas avoir reconnu l'État palestinien. Pourquoi ? Parce que la Palestine est engagée dans une spirale dont on voit bien qu'elle ressort aujourd'hui de la guerre sans fin. Enfin, il n'y a même pas un Israélien, un militaire israélien qui peut aujourd'hui expliquer pourquoi tout ça continue. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de stratégie militaire derrière. Et en tout cas, elle est inaudible. Oui, elle est inaudible. Mais
nous avions l'occasion, en reconnaissant l'État palestinien, de faire quoi? Tout à coup de transformer un conflit qui est un conflit d'escalade militaire en un conflit à nouveau politique, c'est-à-dire mettre le sujet dans l'ordre de la politique. Et vous savez, c'est ça finalement la diplomatie. C'est de sortir de l'escalade des violences pour entrer en politique, comme on entrerait en religion. Et c'est exactement ce qu'il faudra faire un jour avec la Russie. Quel sera l'interlocuteur, je n'en sais rien. Mais c'est là où la diplomatie doit constamment tirer des fils, choisir des paramètres, mesurer des indices ou des sujets qui peuvent faire l'objet d'une variable dans une négociation. Et donc, cette transformation de la violence en politique, c'est ça l'exercice de la diplomatie. Or, malheureusement, la diplomatie, à l'échelle des chefs d'État, comme à l'échelle souvent des ministères des Affaires étrangères, c'est un exercice de communication. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs comment s'expriment la plupart des chancelleries du monde. Elles choisissent d'exprimer des positions. Alors aux États-Unis, c'est des PowerPoints. En France, c'est des éléments de langage. On fixe sur chaque problème un élément de langage, une phrase bien ciselée avec des guillemets. Et puis voilà. Rien n'a bougé, rien n'a changé, rien ne changera jamais. Et puis voilà, on a la conscience tranquille. C'est pas ça une diplomatie. Une diplomatie, c'est l'exercice d'une angoisse et d'une inquiétude maximale qui, à force de creuser la plaie, finissent par offrir une piste de solution. Et je pense qu'entre la communication et la mise en scène de soi que permet la diplomatie, eh bien finalement, on continue toujours à faire de la politique intérieure. Alors que la diplomatie, même si je parle d'hyperaxie, la diplomatie doit constamment marquer ce chemin vers l'autre, même si tout nous montre que nous sommes dans des systèmes où l'intérieur et l'extérieur n'ont plus de séparation. Je vous propose de faire un dernier tour de table. Nous avons une vingtaine de minutes, ce qui est très large, mais il y a des limites et il y a aussi un pouvoir de dire non, et malheureusement je devrais l'exercer. Mais à bon escient. En vous lisant, on comprend que c'est rarement à mauvais escient. Je vous propose de commencer par Patrick Lay et faire comme ça le tour, et par la suite, Monsieur le Premier ministre, vous pourrez répondre. Alors, Monsieur le Premier ministre, je voudrais revenir sur la France. Sur deux points, je suis totalement d'accord avec vous. Créer une sorte de souveraineté, retrouver la souveraineté compris celle du citoyen, réformer, enfin refaire des politiques publiques. Mais, puisque votre texte s'appelle « Le pouvoir de dire non », vous ne parlez pas du pouvoir du peuple français quand il a dit non. Alors, il a dit non à la Constitution européenne. Et puis, je dirais, il a aussi dit non, en 2022, à une majorité à l'Assemblée nationale pour le président de la République, après avoir dit non à Marine Le Pen, et encore en 2024, il a dit non à une majorité à l'Assemblée nationale au président de la République, et il a dit non à une majorité pour le Rassemblement national. Mais des noms, ces additions de noms, ne font pas un régime qui permette à la souveraineté de l'individu, aux politiques. Est-ce que ce régime qui est devenu insatisfaisant, pour ne pas dire plus, pour une grande partie des citoyens, et donc on peut penser que la réforme du quinquennat, donc tout ça, tous ces noms ramènent à une période où vous avez, aux côtés de Jacques Chirac, été un peu aux affaires. Qu'est-ce que vous en dites par rapport, qu'est-ce qu'il faut réformer ou ne pas réformer dans les institutions de la France pour lui redonner, en quelque sorte, cette énergie et cette transparence politique et cette responsabilité politique dont on a besoin? David Ben de compléter la question. Oui, mais je vais compléter la question du point de vue américain, parce que votre texte, qui m'inspire beaucoup, mais aussi m'inquiète, parce que, de mon point de vue américain, parce que je viens, pour ainsi dire, d'une famille mixte, démocrate et républicain, anti-trumpiste et trumpiste, et je peux imaginer les réactions des trumpistes à votre texte. Ils diront, ce que vous dites des limites est une fraude, inventée par des élitistes pour accaparer encore plus le pouvoir. Ce que vous dites du despotisme est un mensonge destiné à éliminer du champ politique les vrais amis du peuple. Ce que vous dites de l'avenir est un prétexte pour nous prescrire ce que nous devrions faire, pour nous donner des ordres. Ce n'est pas du tout mon opinion,
Mais ce n'est pas moi qu'il faut convaincre, c'est mes cousins aux États-Unis. Ce sont les équivalents de mes cousins ici en France, ils sont très nombreux qui votent pour le ralliement national. Il faut voter en Europe pour les partis de l'extrême droite, et il faut les convaincre, il faut pouvoir les inclure dans l'ordre politique. Et donc, comment les toucher, comment les convaincre? Et donc, je vous pose la question suivante. Si vous n'étiez pas ici, dans une salle d'une grande école parisienne, mais plutôt dans un bar quelque part dans le Pas-de-Calais, qu'est-ce que vous diriez pour persuader les gens d'embrasser votre programme et que vous présentez dans votre texte? Très bonne question. Je ne vais peut-être pas tout mélanger parce que je vais oublier. Le problème, c'est qu'on aura très précisément 13 minutes. Je vais répondre très très rapidement. Donc, on est dans un bar, dans un zinc. Oui, on va y aller doucement. On va commencer par d'abord aller vers les institutions françaises. Vous avez raison, le référendum, il est en 2005, mais c'est en 2008 qu'il a été en quelque sorte bafoué, c'est-à-dire dans une autre ère, dans laquelle je n'assume rien. Le schéma de nos institutions, il a, à mon avis, doublement mal évolué. D'abord, il a mal évolué dans la conduite et la pratique de ces institutions, et au premier chef dans la relation entre le président de la République et le Premier ministre. C'est pour ça que je poserai comme une exigence absolue, et j'attache de l'importance à cet aspect, à ce que le Premier ministre puisse au moins s'adosser sur la légitimité d'un vote de confiance du Parlement. À partir du moment où le Premier ministre est nommé par le Président, mais en plus n'est pas confirmé par le Parlement, il est vraiment en l'air. Il est la chose du Président. Et donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui, effectivement, ne peut pas fonctionner dans un schéma institutionnel. Deuxièmement, toutes les évolutions et toutes les raisons que vous avez indiquées qui doivent conduire un pouvoir à apprendre. Et je pense que de ce point de vue-là, on ne peut pas demander aux institutions de s'adapter à des rapports de force et à des rapports de légitimité qui seuls doivent dépendre du bon sens, de la culture et de la conduite des hommes. Je pense que dans le jeu des institutions, il faut faire confiance aussi aux hommes, et il leur appartient d'en prendre la responsabilité, à un moment donné, de comprendre qu'ils ont failli. Et quand ils choisissent de rester au pouvoir, ils doivent en tirer beaucoup de leçons. Donc je crois qu'il y a deux niveaux dans lesquels on doit apprécier le jeu institutionnel. Il y a le jeu des responsables, et je pense qu'on sous-estime à quel point on est en droit d'attendre de nos dirigeants qu'ils aient une conduite de dirigeants, c'est-à-dire qu'ils tirent des leçons, qu'ils ne supposent pas qu'ayant été élus au deuxième tour dans des conditions si particulières qu'ils font que leur légitimité est quand même un peu écornée, qu'ils ne le fassent pas comme si cela ne comptait pas. À un moment donné, la responsabilité, c'est de prendre en compte la réalité. Deuxièmement, je pense que dans la nécessité d'améliorer la représentativité, d'améliorer le caractère fonctionnel de nos institutions, il y a tout un pan qu'il faut développer, qu'on a commencé à faire à travers les conventions citoyennes, mais pour rendre cette diplomatie plus proche des Français et plus quotidienne. Je pense que le rendez-vous électoral, une fois tous les 5 ans, a quelque chose qui ne permet pas à une démocratie de fonctionner. Or, nous restons suspendus à l'élection présidentielle, je ne parle pas des autres, et là je pense que dans la pratique de nos institutions, dans la pratique politique, évidemment, la question référendaire mérite d'être davantage posée, il faut beaucoup plus faire respirer notre démocratie, mais il faut trouver aussi d'autres moyens. Je prends un exemple qui me tient à cœur. J'avais constaté que le président de la République, dans l'isolement qui est historiquement le sien dans le palais de l'Élysée, n'était pas relié du tout au territoire. Et j'ai vu monter cette fracture territoriale, doubler de la fracture sociale avec les années. Et j'avais proposé qu'on dote nos institutions d'un conseil des territoires, comme il y a un conseil des ministres. Une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, les présidents de région à l'Élysée se réunissaient sous l'égide du Premier ministre et du Président de la République pour porter les enjeux des territoires devant ceux qui ont en charge la conduite politique de la nation. Je crois que le fait que ça n'existe pas, le fait que le Conseil des ministres soit un exercice très formel, fait que cette démocratie, elle ne respire pas suffisamment. En ce qui concerne le bistrot bien choisi dans le Pas-de-Calais,
ma conviction, c'est que dans le débat, et je reviens à un fil que j'avais tiré précédemment, dans le débat du quotidien, dans le débat politique, il est effroyablement difficile de ne pas se faire submerger par la dimension identitaire du débat politique. On n'aura jamais raison contre quelqu'un qui jouera sur les peurs et sur les colères. Et il faudrait maintenir le bar ouvert plusieurs jours de suite, jour et nuit, pour arriver à convaincre quelqu'un rationnellement de quelque chose. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut choisir, dans le cadre d'un programme, peu de sujets, pour montrer quasiment sous la forme de l'évidence et la faire partager, pourquoi et comment on peut changer les choses. Le doute fondamental des démocraties, c'est que les citoyens ne croient plus qu'on puisse changer les choses. Ils sont d'un scepticisme absolu sur la possibilité pour changer les choses à travers le jeu institutionnel. Et donc, soit ils pensent qu'il faut en venir à la révolution, soit ils pensent qu'il y a des solutions très simples qui consistent à foutre les gens dehors, à commencer par les étrangers, les immigrés et beaucoup d'autres. Mais c'est par élimination qu'on imagine que le jeu politique peut se clarifier, pas par la conduite des politiques publiques. Et regardez à quel point la réflexion est faible, que ce soit y compris sur l'immigration, sur l'école, sur l'hôpital, sur ce que pourraient être des politiques publiques en termes de personnel, en termes de structure, en termes de conduite et de gestion des problèmes. Là, la réflexion devient beaucoup plus vague. Et c'est donc toujours, et je repense toujours à la souris blanche, on pourrait penser au taureau, en agitant un chiffon, en appuyant sur une électrode, qu'on veut entraîner le citoyen. Jamais par la conviction. Parce que c'est le réel qui fait défaut. C'est le réel qui n'atteint plus les gens. Et parce que les populistes dont on parle aux États-Unis ou en France, ils se foutent du réel. De toute façon, leur réponse, elle tient quoi qu'il arrive. C'est tous des voleurs, c'est tous des menteurs, et la seule solution, c'est de monter au cocotier quoi qu'il arrive. On change la loi, si la loi ne marche pas, on prend une autre loi, si ça ne marche pas, on change la Constitution, si la Constitution ne marche pas, on change encore au-dessus la hiérarchie des normes, et à la fin, on coupe la tête du gars qui n'a pas réussi à monter en haut parce que tout simplement c'est un imbécile. Donc on est dans des logiques extrêmes. Vous ne pouvez pas entrer en discussion logique par rapport à ça. Par contre, on peut lui opposer la réalité si on est capable de montrer que la réalité, on peut la dominer, on peut la changer et on peut faire en sorte que la politique puisse changer la vie. Nous avons 5 minutes. Je compte sur vous. Très rapidement, vous avez souligné à quel point l'impuissance et la perte de l'autorité de l'État étaient un problème. Et une deuxième réflexion que m'a inspiré la lecture de votre essai concerne la difficulté croissante, et vous venez d'en reparler, la difficulté croissante à articuler la politique étrangère et la politique intérieure. Et je crois que évidemment ce problème n'a rien de nouveau, mais il s'accentue en raison de la déstabilisation de l'ordre international et maintenant, je dirais, du revirement des États-Unis qui affaiblit la crédibilité de l'article 5 et qui, d'une certaine manière, remet sur le devant de la scène les questions de sécurité. Ce problème, il s'accentue aussi du fait des ruptures technologiques et de la guerre de l'information qui permettent en fait des opérations d'influence et de manipulation de l'information d'une sophistication tout à fait insoupçonnée et qui crée de nouvelles difficultés. Et on observe quand même que les adversaires de la France se servent de l'information pour semer la discorde, pour susciter la défiance dans nos sociétés et pour affaiblir notre système politique. Et donc, une des questions, à mon avis, aujourd'hui, c'est de voir comment résoudre un certain nombre de dilemmes. Comment défendre la démocratie dans ces conditions d'extrême incertitude et de confrontation croissante sans la dévoyer. Comment sensibiliser nos concitoyens aux menaces extérieures qui les guettent sans les démoraliser et les effrayer. Et surtout, comment préserver notre modèle social qui est gage de cohésion, vous venez d'y faire référence, tout en accroissant les dépenses de défense qui sont indispensables à la posture d'une posture de dissuasion crédible,
alors que par ailleurs, la dette et le déficit public sont déjà abyssaux. Donc on voit quand même que l'équation n'est pas simple à résoudre. Alors je ne vais pas vous poser toutes ces questions, j'en aurai qu'une. En fait, d'après vous, quelles doivent être les priorités de l'action publique en ce moment pour résoudre ou réduire cette tension entre politique étrangère et politique intérieure? Sans doute la priorité plutôt que les priorités. Je vais poser une question courte, après je ne suis pas responsable de la longueur de la réponse. Elle est complètement complémentaire de celle de Céline Maranger. Vous parlez de la guerre, vous parlez beaucoup de la guerre dans votre essai en la qualifiant, en disant que nous sommes en train de vivre la première guerre hybride globale de l'histoire, que vous qualifiez de déterritorialisée, multidimensionnelle, sans déclaration de guerre ni paix possible. Ma question courte est, dans cette guerre transformée, on doit bien évidemment transformer aussi notre manière de penser la défense. Quelle doit être la défense dans ces conditions face à cette guerre? Merci infiniment. Oui. Sur la façon d'aborder et d'essayer de réconcilier la politique, la diplomatie, je crois que la clé, en tout cas c'est celle que je poserai, la clé c'est de ne pas séparer l'action des principes. Une bonne justice, c'est une justice qui est comprise. Une bonne diplomatie, c'est une diplomatie qui embarque tous les citoyens d'un pays et dont ils sont fiers, sachant que la diplomatie, c'est aussi un bouclier pour un pays. Un bouclier en termes de sécurité, un bouclier en termes de protection. Et une bonne politique, c'est aussi une politique qui s'enracine dans la vérité, dans l'histoire d'un pays. Et c'est pour cela que je crois qu'il y a deux piliers fondamentaux. Le premier, c'est l'ordre. Mais l'ordre, on l'a tous à la bouche, sur tous les bancs de l'Assemblée nationale et surtout sur toutes les couleurs de l'échiquier. C'est bien, dans mon esprit, l'ordre républicain, c'est-à-dire un ordre qui accepte un certain nombre de limites, c'est un ordre qui accepte un certain nombre de règles. Mais cet ordre, il ne peut pas aller sans une exigence de justice. C'est pour cela qu'il n'y aura pas d'ordre au Moyen-Orient sans qu'il y ait de justice au Moyen-Orient. C'est pour ça qu'il n'y aura pas d'ordre en Ukraine sans qu'il y ait une justice pour les Ukrainiens. À chaque fois, ces deux choses vont ensemble, tant en matière de politique intérieure qu'en matière de politique étrangère. C'est une exigence vitale que de ne pas séparer les deux. Or, on constate dans les démocraties aujourd'hui, et ça fait partie de la fragilité des démocraties, que beaucoup de citoyens sont prêts à sacrifier une part de leur liberté pour plus d'ordre. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai rêvé, c'est quelque chose qu'on vérifie dans tous les instituts de sondage. Il y a donc aujourd'hui une fragilité du côté des libertés et du sacrifice qu'un certain nombre de gens sont prêts à faire pour être débarrassés d'un certain nombre de choses qui les gênent. Deuxième élément concernant la défense. Alors là, la défense, j'avoue que ça fait partie des grands enjeux d'aujourd'hui, mais dont j'ai le sentiment qu'on a remonté le pendule de l'effort de défense sans s'être posé à chaque étape toutes les questions qu'il faudrait se poser pour être sûr de bien se préparer à la menace de demain. Et j'ai l'impression au contraire que tous les ingrédients sont là pour préparer la guerre d'hier, sachant que la guerre d'Ukraine est une guerre bien particulière. Ça veut dire que s'il faut faire un effort en matière de conventionnel, en liaison avec nos partenaires, parce que le problème ne se pose pas de la même façon pour les pays baltes et pour les Espagnols du côté des Pyrénées, et les Espagnols le disent d'ailleurs avec beaucoup de verdeur, eh bien il faut malgré tout une solidarité dans un cadre européen. Il faut deuxièmement, évidemment, au-delà de cette force conventionnelle, une capacité de projection. Et aujourd'hui, c'est essentiellement les Britanniques et les Français qui héritent de cette responsabilité et qui doivent préserver de cette capacité. Il faut également une force de dissuasion, et là, c'est encore les Britanniques et les Français avec la question de l'extension, et il faut se poser un certain nombre de questions tout en gardant la main sur la dissuasion et le pouvoir de décision finale. Et puis, il y a cette question centrale, sur laquelle, à mon avis, il faut réfléchir davantage, qui est la question de la défense civile. On a avancé à travers ce que pourrait être une défense civile professionnelle. Mais en prenant en compte la nature de la guerre, dont vous avez bien rappelé les termes que j'emploie dans le texte, pour montrer à quel point elle est tous azimuts, cette guerre,
et elle a déjà commencé dans beaucoup de domaines. Nous devons mobiliser des compétences beaucoup plus larges, en particulier en matière technologique, pour faire en sorte que demain, s'il y avait une difficulté, imaginons tous les hôpitaux français qui sont en croix en un quart d'heure. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est la réponse qu'on peut essayer d'apporter en termes d'urgence, d'organisation ? Imaginons la même chose pour un certain nombre d'administrations. Si c'est l'administration fiscale qui est en croix, un certain nombre de gens se réjouiront. Mais il y a d'autres administrations qui sont tout à fait vitales pour la vie quotidienne des citoyens. Donc ça implique, à mon sens, une stratégie de mobilisation de chacun qui doit nous amener à retrouver ce qu'ont été les grands schémas de résistance nationale à chaque grande crise dans l'histoire du monde, parce que je pense que de ce point de vue-là, rien n'a changé. On doit pouvoir compter sur le citoyen. Alors c'est peut-être plus aujourd'hui pour faire sauter un pont, quoique, mais en tout cas c'est pour faire en sorte d'être capable de communiquer sans portable, sans drapeau, discrètement, avec des lieux de rendez-vous, avec une capacité en tout cas à s'organiser par rapport à un ennemi, une menace qui surviendrait, et qu'elle soit de nature chimique, qu'elle soit de nature cyber ou autre. Donc vous voyez bien qu'il y a là, à mon sens, un travail beaucoup plus profond qui devrait être fait dès l'école et tout au long de la vie, sans aller jusqu'à faire ce que font les Suisses, mais qui devrait nous permettre et de nous assigner à chacun une responsabilité, une fonction, dans le cadre de ce que peut être à un moment donné la résistance nationale. Et on voit bien que pour les Ukrainiens, ce qui fait la différence par rapport aux Russes, parce que nous n'oublions pas, les Russes à 140 millions face aux Ukrainiens avaient tout pour régler le problème en quelques jours, quelques semaines. Et ce n'est pas un hasard si les Américains, avec toutes les informations qu'ils avaient, ont imaginé que Volodymyr Zelensky prendrait le premier avion pour aller vers Berlin ou vers Paris. Donc c'est pour dire à quel point c'est un élément majeur, et je trouve qu'on ne travaille pas suffisamment dans nos sociétés sur cette mobilisation. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Une annonce très rapide avant de conclure ce mardi de très bonne qualité. Vous le savez sans doute, mais la semaine prochaine sortira le prochain volume papier du Grand Continent, donc c'est un petit moment important pour la rédaction. Donc, voilà, on le présentera lors du mardi, ce qui signifie aussi que la sortie se fait toujours par le fond, mais c'est la dernière semaine dans laquelle vous pouvez trouver le numéro d'avant. Donc, heureux de voir que le petit commerce ne perd pas le nord. On essaie quand même de faire fonctionner les choses. Et il ne me reste qu'à vous remercier pour ce mardi de très très bonne qualité. Merci aux gens.